Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle pour la 14e fois d'un conte interdit. Et aujourd'hui, je m'attaque à la plus récente parution de cette collection à ce jour, soit Krampus, écrit par David Bédard, qui signe ici sa seconde réécriture macabre, la première étant Aladdin, que je n'ai toujours pas lu malheureusement. Alors, déjà, quand j'ai vu qu'un conte interdit portant sur Krampus allait voir le jour, j'ai tout de suite été très excité par l'annonce. J'adore les histoires d'horreur où l'antagoniste est une créature, un monstre, une bête atroce. C'est pas pour rien que les histoires de H.P. Lovecraft, réputées pour comporter d'immondes monstres, m'ont tant attiré de prime abord. Aimant tout particulièrement la figure du Krampus, ce qu'il représente, et toutes les histoires sordides que l'on peut faire avec cette chose, j'avais très hâte de le lire. J'avais donc certaines attentes, oui, et certaines appréhensions également. Mais là est la question justement. David Bédard a-t-il réussi son coup? C'est ce qu'on va voir dans pas long. Mais avant toute chose, Alex Papineau est un adolescent qui suscite de plus en plus la crainte, voire la répulsion, chez sa mère. Elle voit en lui le reflet toujours plus clair et rebutant de son père, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Un jour, elle retrouve Alex auprès d'un sans-abri affreusement égorgé, un couteau papillon dans sa poche. Elle est pétrifiée, et la désinvolture avec laquelle l'adolescent avoue le crime la sidère. Alex est donc condamné à 10 ans derrière les barreaux. En plein début de mois de décembre, sa mère, son beau-père Jacques et ses frères et sœurs viennent le visiter au pénitencier pour la première fois depuis son incarcération, un cadeau dans un sac pour lui. Entre-temps, au centre, des murs se couvrent de glace, l'eau gèle, et des pensionnaires voient le visage de la bête avant d'être affreusement tués. À la suite d'un appel via un radioémetteur faisant défaut, annonçant des corps retrouvés, la famille Papineau ainsi que quelques gardiens découvrent que la menace évoquée va bien au-delà de ce à quoi ils auraient pu s'imaginer faire face. Serpentant les blessés et les cadavres, ils tombent nez à nez avec un monstre cornu, griffu, armé d'une lourde chaîne. S'ensuit alors une longue traque parmi les corridors piégés du centre. Bon, qu'ai-je pensé de ce roman? Très franchement, David Bédard remplit plutôt bien son cahier des charges. L'histoire est captivante. On embarque assez rapidement dans l'action et dans l'horreur, sans que celle-ci ne nous soit toutefois bien trop vite expédiée. Heureusement. À ce niveau, c'est bien géré. L'auteur prend le temps de planter le décor, le contexte, les personnages, leur personnalité, les rapports de force et les liens entre ces derniers avant de leur balancer sa bête en pleine gueule. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec cette figure mythologique du côté de l'histoire. Certes, ce conte est imparfait, mais ses défauts majeurs sont plus au niveau de la forme que du fond, ce qui signifie que le contenu a le mérite de rattraper l'allure parfois bâclée du contenant, bien que, bon, les défauts que je vais évoquer nuisent à l'immersion dans le roman, surtout au niveau des dialogues, mais avant de traiter de ceux-ci, commençons avec la narration. La narration est le point qui m'a laissé plutôt de marbre. David Bédard a un style narratif très convenu, honnêtement. Au niveau du texte, ce n'est pas aussi recherché et agréable à lire qu'une réécriture de L.P. Sicard, ni aussi singulier et reconnaissable qu'une réécriture de Sylvain Johnson ou encore Yvan Godbout, au niveau de la forme. Sa plume ne m'a pas marqué, disons ça comme ça. Et les dialogues malheureusement sont très inégaux. Tantôt ils sont très bien composés, sonnent très vrais, je pense notamment au premier échange entre Jacques et Jocelyn, duquel émane l'authenticité, à un point tel que ça ne m'étonnerait pas que David ait greffé à son roman une conversation véritablement entendue. Mais en général, la plupart des paroles de Jacques sont très bien écrites. C'est le personnage dont les dialogues sonnent le plus vrai. Et de l'autre côté, Alex est l'un des personnages dont les dialogues sonnent souvent le plus faux, voire qu'ils sonnent parfois carrément forcés. C'est con et dommage puisque c'est notre protagoniste. Mais bon, il faut le reconnaître, ces dialogues sonnent parfois vraiment mal. Parfois, on dirait que l'auteur essaie juste de lui donner un air badass, ce qui est non seulement incohérent avec le contexte, puisque personne n'aurait l'air badass lorsque traqué par un monstre pareil. Oui, Alex est un meurtrier, oui, ok, mais n'empêche, c'est un mineur, conscient de ses faits et gestes qui plus est. Et vu la fin du roman, et là je parle de la fin du roman, l'épilogue, lui donner cet air badass de meurtrier adolescent qui n'a pas froid aux yeux face à un monstre surnaturel, c'est... Ouais, ça couvre une révélation qui fragilise un peu la cohérence de cette allure qui lui est donnée par l'auteur tout du long de leur périple. Mais bon, c'est peut-être moi qui a juste du mal avec ce type de réplique, puisque des phrases punchées de la sorte, c'est très dur à maîtriser. C'est-à-dire que c'est pas juste du ça passe ou ça casse,
C'est du ça passe ou ça tire ton roman vers le bas, mais en tabarnak. Calice. Mais bon, c'est toujours loin d'égaler la punchline de fin du joueur de flûte de Hamelin qui est... Ah, tellement conne. Tellement que ça fait, quoi, esti, 4 ans que je l'ai lu ce roman-là, puis esti, je m'en suis toujours pas remis. Comment gâcher un roman, c'est la punchline de fin du premier conte interdit de Sylvain Johnson. Mais bref, là, je m'égare. Et globalement, dans Krampus, ça passe, puisque c'est quand même pas si mal dosé. Il s'avère en adéquation avec l'allure qu'Alex veut inspirer, la réputation qu'il cherche à se donner. Mais encore une fois, quand t'as un monstre sadique et colossal à 2 corridors de toi, t'oublies de te donner l'air d'un coff. Et en l'occurrence d'un coff incarcéré pour meurtre de sang-froid. Car je le rappelle, épilogue. Mais bref, les personnages sont bien écrits. Je crois que mes préférés sont Jacques, Jocelyn, Christine Melançon, puis... Ouais, c'est tout. Non, les autres sont pas vraiment marquants. Puis ils avaient pas vocation à l'être non plus. En tout cas, je pense pas. Ou du moins, pas dans l'immédiat. Ah, puis il y a Alex aussi. C'est un petit Chris. Puis au début du roman, je le méprisais, surtout parce que lui méprisait Jacques, qui est un excellent beau-père, ce qui est une denrée rare. Mais vu ce qu'Alex a vécu, ce qu'il a subi, ce qu'il a entendu, je peux le comprendre d'être comme ça avec ses beaux-pères, de les condamner d'emblée. Traumatisme, mécanisme de défense, tout ça, tout ça. C'est entièrement compréhensible. On peut pas vraiment le blâmer pour sa méchanceté envers Jacques, sa méfiance, son envie de le rejeter, lorsqu'une brèche sur son passé chaotique avec sa mère nous est exposée, très brièvement, certes, mais suffisamment pour bien nous permettre de savoir juste ce qu'on a besoin de savoir pour le comprendre. Je dirais même qu'à partir de 150 pages, à peu près, j'ai commencé à l'apprécier, le petit gars. Il a pas un mauvais fond, mais pas pantoute. Comme quoi, les apparences sont souvent trompeuses. Ah, pis il y a le Krampus. Hostie, le Krampus. J'adore la description que David Bedard a dressée de son monstre. Grosse corne, barbu, peau de cuir, pieds griffus d'un bord, sabots de l'autre, chaîne meurtrière. Hostie, j'adore. Non, j'ai pas plus d'arguments à part dire que j'adore ça. Fait que prenez ça comme que c'est, puis acceptez que je développerai pas plus ce point. Ah, puis les scènes d'horreur sont dans l'ensemble assez bien décrites. Certaines sont plus sobres en termes de détails, pour aucune raison particulière, alors que d'autres nous sont plus décrites, plus graphiques. Surtout les premières, alors que le Krampus débarque et commence à s'attaquer à ses premières jeunes victimes. Ce qui instaure une ambiance, en passant. L'usage de la glace que crée le Krampus est vraiment bien pensé, même si les personnages ou l'auteur semblent avoir remis délibérément de tenter une approche pour rompre la glace. Je m'explique. À un moment donné, au début du roman, alors que le Krampus s'est révélé à notre bande, nos personnages trouvent refuge dans le hall, il me semble. Là, les portes et fenêtres sont complètement gelées par une glace sortie de nulle part. La glace est créée par le Krampus, mais ça, personne ne le sait encore parmi les réfugiés du hall, jusqu'à ce que l'équipe que l'on suivait les y rejoigne pour les avertir que la menace n'est pas humaine. Et pour tenter de faire fondre la glace et s'échapper par les portes et fenêtres, les personnages utilisent des chalumeaux, alors qu'ils ont des guns. Je veux dire, s'il y avait juste eu des portes, ça aurait fait du sens qu'ils n'utilisent pas leurs armes à feu, ça aurait servi à rien, mais il y a aussi des fenêtres. C'est mentionné que les chalumeaux ne fonctionnent pas pour faire fondre cette glace. Alors pourquoi ne pas avoir essayé de péter les vitres en tirant dessus? Je dis pas que ça aurait dû marcher, je dis juste que ça aurait dû être essayé par nos personnages. Puis plus que juste être essayé, ça aurait dû au minimum être pensé par nos personnages. Puis on me dira pas qu'ils ont voulu s'abstenir de tenter cette approche par peur d'attirer la bête mortifère vers eux, puisqu'à cet instant, ceux qui étaient rassemblés dans ce hall ignoraient que la menace était un monstre et pas seulement un détraqué meurtrier. Petite précision au passage. À aucun moment c'est mentionné que ces vitres sont par balles. Donc bon, ne pas essayer de les faire éclater par balles, oh ce jeu de mots. J'ai pas envie de dire que c'est une faiblesse narrative, puisque ça en est pas vraiment une, mais c'est définitivement un oubli narratif. Ce passage m'a juste vraiment fait tiquer. Même si c'est rien de bien majeur, mais ça reste quelque chose qui se fait remarquer à l'instant T. Dieu que cette expression est moche à l'écrit. Bref. L'horreur est vraiment bien répartie. Ce huis clos doublé d'une course effrénée dans un centre de détention piégé est vraiment captivant et plaisant à lire. Et certains passages se révèlent très prenants, presque stressants. Et les informations qui nous sont données sur le Krampus au courant du roman nous sont données par un personnage qui se révèle à nous d'une manière vraiment stupide, avec une punchline dont on se serait bien passé. Mais d'un autre côté, ça concorde bien avec la personnalité du dit personnage.
Mais bon, j'ai détesté ce personnage dès qu'il s'est révélé comme un méchant de film d'espion à notre bande de rescapés. Hormis ça, il y a la fin sur laquelle j'aimerais me pencher. Au courant du roman, il y a certains passages où j'ai senti que l'œuvre faiblissait, que le roman s'essoufflait, que mon appréciation de ce roman se flétrissait. Mais les derniers chapitres ont tout arrangé. Les derniers chapitres expliquent tout, vraiment tout. Tout ce qui peut faire tiquer durant la lecture de ce conte interdit, surtout concernant les agissements du Krampus, mais pas que, finit par être expliqué, et très bien à part de ça. Tout ce qui peut nous paraître comme des incohérences est très bien justifié durant, je dirais, les presque 7 derniers chapitres environ. Il y a des bouts où je me disais, ok, ça, faut que je le mentionne dans la chronique parce que ça fait juste pas de sens. Pour au final progresser dans ma lecture et finir par me dire, ben non, ça fait du sens finalement. L'auteur a vraiment bien réussi son coup à ce niveau-là. En passant, j'aimerais faire un bref aparté sur la lettre d'Alex, car il existe un bout de papier chiffonné, qu'on devine aisément être une lettre, auquel l'adolescent tient éperdument, au point de risquer sa vie pour le récupérer. Et ce bout de papier, c'est une lettre qu'il a écrite. Et je vous le dis tout de suite, on va pouvoir la lire. Puis une crise de chance à part de ça. Puis c'est même pas du spoil. Dès que ce bout de papier nous a été nommé, je savais qu'on allait pouvoir le lire. C'était évident. C'était pas prévisible, c'était juste logique dans le cas présent. Sérieux, si David Bédard nous avait boudé l'accès à cette lettre, ça aurait juste été agace de sa part. Et ça aurait été cave. Moi, dès que j'ai su que l'ado avait ce bout de papier qu'il triturait en permanence sur lui, et qu'il tenait à le garder pour lui, je voulais le lire. Et heureusement, on le lit. David Bédard nous laisse le lire pile au bon moment, alors que la lettre aurait pu nous être révélée à peu près n'importe quel instant, même si elle en révèle pas mal sur la véritable nature d'Alex et de ses raisons d'agir ainsi. Tout ça pour dire, David Bédard a bien choisi son moment pour nous laisser la lire. J'ai aimé cette lettre, en gros. Seulement, si j'en parle, c'est pas juste pour dire ça, c'est surtout pour dire que la lettre est bien écrite et mal écrite. Bien écrite puisque l'auteur retranscrit très bien l'état de pensée d'un adolescent aux prises avec une vie familiale pareille, et mal écrite puisqu'elle est écrite sonorement, à la manière d'un monologue de théâtre, avec des ya au lieu de il y a, puis des je te au lieu de je te, entre autres. C'est du détail, mais le diable est dans les détails. Puis c'est tout plein de petites affaires auxquelles, ma foi, il faut penser lorsque l'on écrit. Sinon, ça donne des conneries. Parce que personne n'écrirait une lettre importante sous cette forme, sauf pour déconner. Et c'est pas le cas d'Alex. Si c'était un texto, il y aurait aucun problème, puisque c'est monnaie courante d'abréger de la sorte lorsque l'on écrit en texto. Mais pas dans une lettre écrite à la main. À la limite, les ilia transformés en ia, ça passe correctement. Mais le reste, ça casse. Bref. En conclusion, Krampus se hisse parmi les meilleurs contes interdits que j'ai lus. Je ne dirais pas qu'il figure dans mon top 5, parce qu'il faudrait que je réfléchisse à un top 5, mais il trône assurément dans mon top 10 personnel. L'histoire est vraiment bonne, les personnages suivis sont tantôt attachants, tantôt détestables, mais presque chacun remplit bien son rôle, fidèle aux personnalités que l'auteur leur a attribuées. Les dialogues sont nettement la faiblesse la plus remarquable de ce roman, puisqu'ils sont trop souvent mal écrits, mal composés, formulés d'une manière peu crédible à l'oreille, mais c'est rien pour rendre la lecture vraiment insupportable. L'horreur sert le roman, instaure ce climat de lieu condamné, et le monstre est très bien utilisé. On sent vraiment parfois les personnages pris au piège. Au passage, j'aimerais prendre quelques secondes de plus pour vous recommander ce film Krampus de 2015, je crois, plutôt très mal aimé, mais qui m'a bien plu. C'est un agréable divertissement, sans prétention. Voilà qui termine cette première chronique depuis... 6 mois? J'étais dû. Mais bref, là je suis de retour, fait que je vous dis à dans 8 mois pour une toute nouvelle chronique, et à la prochaine. Allez, salut!